Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on vous emmène rencontrer le Pigargue Empereur. Waouh. Comment ça va Sophie ? Eh bien, plutôt bien. J'ai cru comprendre qu'il faisait pas très chaud par chez vous. Bah écoute, il y a eu un orage aujourd'hui, si tu veux tout savoir, comme quoi. Tu vois. Je le savais. Mais oui, effectivement, il fait pas très chaud. Voilà. Pour tout te dire, on tourne la semaine avant Noël. Voilà. Donc voilà, joyeuse fête en retard du coup à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Et ben comme ça, au moins, on l'aura dit plusieurs fois. Exactement, exactement. On aura loupé personne comme ça, c'est bien. C'est bien. Mais oui. De quoi tu nous parles, Sophie, aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui, on va aller voir des oiseaux marins par chez moi. On va aller voir le guillemot de Troyes, si ça vous dit quelque chose. Ok. On en parle un peu plus après. Est-ce que tu as quelques petits sujets pour la rétro piou-piou pour commencer ? Oui, j'ai même 2 super sujets parce que c'est 2 bonnes nouvelles qui nous concernent, nous Français. Donc je vais commencer, puis peut-être que tu poursuivras juste derrière. Alors c'est des actualités qui sont toutes chaudes, hein. Ça date du 18 décembre et du 18 décembre. Comme quoi, voilà. c'est tout d'abord les fameuses méga-bassines qui font beaucoup parler en France, notamment la méga-bassine de Sainte-Soline, qui a notamment été le théâtre de plusieurs conflits entre la police et les écologistes. Eh bien, il faut savoir que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé, elle a annulé cette autorisation environnementale qui avait été délivrée en 2017 pour 4 méga-bassines, dont celle de Sainte-Soline. Pourquoi je parle de ça dans le Courrier de la Sterne ? Eh bien, cette décision, elle se fonde notamment sur un oiseau, l'outard de Canepetière, qui est un oiseau figurant sur la liste rouge en France de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a une liste rouge internationale, on a l'occasion très souvent d'en parler, mais on a aussi des listes qui sont nationales, voire même régionales. Cet oiseau figure dessus. Et pour vous donner une petite idée, cet oiseau a perdu 94% de ses effectifs en 30 ans en France. Oh, mon Dieu. Donc voilà, on comprend pourquoi cet arrêté a été pris. Donc ça, c'était ma première bonne nouvelle. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur ma seconde bonne nouvelle ? Si tu veux, j'en ai une au milieu de bonnes nouvelles, si ça te parfait, tente. super. Comme ça, on est parti sur 3 bonnes nouvelles. Parfait, c'est rare. Bien, hein, ça change. C'est rare. Donc moi, je vais vous parler des barrières virtuelles. Alors vous allez me regarder, vous allez me dire des barrières virtuelles. Alors est-ce qu'on parle d'oiseaux, est-ce qu'on parle d'ordi, de quoi on parle ? Eh ben en fait, on va parler un petit peu des deux. Vous savez très bien que quand on met des vaches au pâturage, à moins de les surveiller, généralement on a tendance à mettre des barrières autour pour pas que ça s'en aille. Ça semble logique jusque-là. Eh bien en fait, il y a des chercheurs et il y a des gens qui généralement sont assez doués de leurs doigts, qui ont réussi à mettre en place un système de collier, de radio-collier pour des vaches, des moutons et autres trucs du même style, qui en fait permet de ne plus utiliser de barrières physiques pour clôturer les champs. Alors comment ça fonctionne ? En gros, le collier va transmettre un son à l'animal quand il s'approche un peu trop près de l'endroit qu'on considère comme la lisière du champ. Et lorsque il va arriver vraiment trop proche sur la lisière du champ, directement sur la ligne qu'on a tracée préalablement sur un plan sur ordinateur pour transmettre au collier ensuite, et ben lorsqu'il s'approche de cette limite, et ben comme pour n'importe quelle clôture électrique, l'animal se prend un petit choc électrique pour lui dire non, tu vas pas par là, va dans l'autre sens. D'où c'est une bonne nouvelle ? Et ben c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'éviter de clôturer des tas d'endroits. Alors, et oui, parce que lorsque vous clôturez un champ, que vous fermez quelque chose, que ce soit par un mur, par une clôture électrique, par des piquets, par n'importe quoi, en fait, vous
vous êtes en train un petit peu d'altérer cet environnement et de faire en sorte que cet environnement soit un peu morcelé, notamment pour certaines espèces comme les oiseaux qui vont avoir besoin d'avoir des environnements qui ne soient pas trop morcelés pour pouvoir s'installer et élever leur progéniture, etc. Donc, lorsque vous préparez en fait des choses comme ces colliers qui permettent de ne pas du tout altérer l'environnement tout en laissant vos animaux se débrouiller et paître là où ils veulent, parce que quand même du coup c'est pas mal aussi pour les vaches plutôt que d'être enfermés dans des hangars, et ben vous permettez en fait à des espèces comme des tas d'espèces d'insectes, d'oiseaux et autres, de vivre un peu plus sereinement sans avoir de perturbations physiques de leur environnement par des clôtures, par des barrières, par des trucs qu'on construit et qui vont perturber évidemment tout ce qui se passe autour de ces champs. Donc en fait c'est une très très bonne nouvelle pour l'environnement parce que ça évite ces perturbations humaines. Moi je vais parler d'autres choses qui perturbaient les humains et en l'occurrence les agriculteurs, les choucas des tours, on en parle notamment Oui. beaucoup en Bretagne, aussi en Morbihan, dans les Côtes-d'Armor. Il y avait justement un arrêté qui avait été pris par les préfets en 2022 du Morbihan, des Côtes-d'Armor et du Finistère pour autoriser l'abattage et l'effarouchement de choucas des tours. Pourquoi ? Parce que l'espèce est on va dire pointé du doigt pour détruire des récoltes, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé mardi 17 décembre 2024 ces différents arrêtés. L'objectif était de réduire la population de 1800, 8000 et 6000 choucas des tours. Ça fait beaucoup. Elle prône, ça fait beaucoup. Elle prône en revanche l'obstruction par exemple de cheminées ou l'utilisation de répulsifs pour pouvoir limiter entre guillemets la propagation de l'oiseau. Il faut dire que les indemnisations pour les choucas des tours sont assez brumeuses parce qu'il faut prouver notamment que c'est un chouca des tours qui a été responsable de cela. Il y a quelqu'un qui avait attaqué notamment en justice l'État et réclamé plus de 17 000 € de dommages et intérêts, et cette personne n'avait pas été, on va dire, entendue, tout simplement parce qu'elle n'avait pas prouvé que c'était bien des choucas des tours qui avaient impacté justement ces dégradations. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui pour les agriculteurs et les agricultrices de se faire rembourser des dégâts causés par ces oiseaux. C'est aussi, on va dire, l'un des points névralgiques de la guerre entre les agriculteurs et les écologistes, entre ceux qui défendent justement l'oiseau et ceux qui veulent le condamner. C'est aussi le fait que derrière, on n'a pas de solution viable pour pouvoir contenter les personnes qui ont perdu tout ou partie de leur récolte. Sophie, est-ce que tu as quelque chose pour finir ? Non, écoute, c'est plutôt pas trop mal. De mon côté, il n'y a pas énormément de news que j'avais vraiment envie de développer plus que ça, donc voilà. Eh bien, dans ce cas, partons à la rencontre du guillemot de Troy, de Oui. Troil, et non pas de Troy. C'est pas un troll, non. Un oiseau qu'on n'a jamais évoqué dans le courrier de la Sterne. Tiens. Ah oui ? Après, c'est pas le Il seul. me semblait qu'on en avait parlé une fois pourtant, non ? Ah bon ? Ouais, je me trompe peut-être. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas le souvenir. Ah, autant pour moi. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, une petite présentation s'impose dans ces cas-là. Donc, le guillemot de Troil. Qui est-il ? Qui c'est ? Alors, c'est un oiseau marin. Alors, un oiseau marin noir et blanc. Quelle surprise. Avec, du coup, la tête noire, le dessus du corps noir aussi, et le dessus des ailes noires notamment, et le ventre tout blanc. Donc, on est sur un oiseau classique. De loin, vous pourriez vous dire ça ressemble à un manchot. Ça n'en est pas un, mais c'est vrai que ça a plus ou moins la même coloration. Il y a une petite variation de coloration par contre chez une des populations de guillemots de Troie, où au lieu d'avoir la tête toute noire, on va avoir un petit sourcil tout blanc, enfin un petit trait blanc. D'ailleurs, c'est même pas un sourcil, c'est juste un trait qui est à partir de l'œil. Et ce trait blanc, on va dire que du coup cette population est bridée, parce que ça fait un peu comme s'ils avaient les yeux bridés. Okay. Voilà. Donc ça, c'est pour le guillemot de Troie. Alors c'est un oiseau qui généralement se balade plus dans des endroits où il fait bien froid. Hein. Vous allez pas le voir. Vous allez plus le voir dans le Grand Nord plutôt qu'autre chose. C'est un oiseau qui est normalement qui était assez répandu en tous les cas,
et qui, malheureusement, vous allez le voir aujourd'hui, a eu quelques soucis. Alors, le guillemot de Troille, c'est pas un très grand oiseau, mais c'est quand même un oiseau qui est plus ou moins au sommet de la chaîne alimentaire. Alors pourquoi ? Parce que c'est un oiseau qui va se nourrir exclusivement de poissons, un oiseau marin, et qui va se nourrir donc de pas mal d'espèces de poissons. Il n'a pas énormément de prédateurs. Bon, il y a des grands mammifères marins de temps en temps qui vont choper un bout, mais à part ça, il n'y a pas énormément de prédateurs pour cet oiseau-là. Et donc il est plus ou moins au sommet du réseau trophique. Alors, on pourrait se dire que cette position, ça lui offre un avantage par rapport au reste, sauf qu'en fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé dernièrement. Si vous vous souvenez, entre 2014 et 2016, on a eu un événement assez catastrophique de réchauffement climatique. Et c'est un réchauffement qui a été très brutal, qui a commencé vers l'automne 2014, qui s'est poursuivi jusqu'à 2016. Et à cause de ce réchauffement, les océans, et notamment les endroits où le guillemot de Troille a l'habitude d'aller, se sont réchauffés aussi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on chauffe l'eau dans un océan ? Eh ben, on va beaucoup perturber les écosystèmes. Ce qui va se passer en premier lieu, c'est qu'on va avoir une diminution de la quantité de plancton. Alors notamment le phytoplancton, dont pas mal d'espèces vont se nourrir ensuite, sa quantité va diminuer, et la qualité aussi du phytoplancton, donc les algues généralement qui constituent le phytoplancton, va diminuer aussi, donc ça va être beaucoup moins nutritif. Une fois que ce phytoplancton va diminuer, vous allez avoir une sorte de réaction en chaîne qui va se produire. Si vous avez moins de phytoplancton, ça veut dire aussi que derrière, vous aurez moins de poissons qui vont se nourrir de ce phytoplancton. Et ainsi de suite, les petits poissons étant mangés par des plus gros poissons derrière, ces plus gros poissons ne trouvant plus suffisamment de petits poissons, ils vont aussi avoir des problèmes derrière à ne pas trouver de quoi se nourrir. Et au final, les guillemots de Troille qui, eux, mangeaient ces poissons-là, comme il y aura moins de poissons pour eux pour se nourrir, ils vont aussi avoir des problèmes pour trouver à manger. Est-ce qu'on est finalement sur un exemple très classique de niche trophique avec le guillemot de Troille qui est au sommet de la chaîne ? Exactement. Et celui-ci, lorsqu'il ne parvient pas à avoir sa nourriture, ou plutôt lorsque sa nourriture a dégradé en bas de chaîne, eh bien c'est lui qui a, on va dire, le plus de difficultés à se perpétuer. Alors le plus de difficultés, je ne sais pas, mais en tout cas ça va être très très compliqué pour lui, ça c'est certain. Parce qu'en plus le guillemot de Troille, c'est un animal qui est assez spécifique dans le type de poisson qu'il va manger. Il mange pas n'importe quoi, le guillemot de Troille, il est... voilà. Alors c'est pas du 5 étoiles, mais quand même il est très spécifique sur le type de poisson qu'il va manger, notamment des sardines et ce genre de choses. Ah ouais. Et pénible. Et oui, très pénible. Non mais on a des gens comme ça qui sont casse-pieds sur la qualité de la nourriture et tout. C'est vrai. Intransigeants, c'est terrible. Et du coup, à cause de ça, comme il est très très spécifique dans son alimentation, il va avoir du mal à s'adapter à de nouvelles conditions. Donc si vous lui retirez les poissons dont il se nourrit habituellement, il aura du mal à trouver autre chose pour se nourrir. Et comme il va pas pouvoir s'adapter très rapidement, comme d'autres espèces, c'est une espèce qui va péricliter très très vite si on lui retire sa nourriture. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Entre 2014 et 2016, c'est exactement ce qui s'est passé pour le guillemot de Troille. Il y a eu cette réaction en chaîne, ce château de cartes, parce que c'est un château de cartes, un réseau trophique en quelque sorte. Totalement. Et, si vous retirez la base, donc ce qu'on appelle les producteurs primaires, donc en l'occurrence les plantes, et dans ce cas-là, ça va être le phytoplancton. Si vous retirez ces producteurs primaires du réseau trophique, tout le reste s'effondre, et notamment ceux qui sont tout au sommet de cette chaîne alimentaire, ils tombent avec le reste du château de cartes. Et donc ce sont les interactions, les niches trophiques, les réseaux, c'est les interactions entre les différents animaux ici. Oui, tu fais bien de le préciser, c'est vrai que j'avais pas... Non, pas de souci. Autant pour moi. Et du coup, voilà. Ce château de cartes s'effondre, et ce guillemot de Troille est très 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 durement touché par cette crise de 2014 et 2016, et le nombre de guillemots de Troille dans la nature chute abruptement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Une étude qui est sortie très récemment s'est intéressée à 13 colonies de guillemots de Troille depuis les années 2014 jusqu'à nos jours pour voir un peu l'évolution et voir un petit peu comment tout ça s'est produit. Alors ils avaient commencé déjà à regarder
les colonies de guillemot de Troille avant 2014, ce qui fait qu'ils ont eu une base sur lequel commencer leur étude pour voir un petit peu les nombres d'oiseaux qu'on avait dans la nature avant la catastrophe 2014-2016 et après la catastrophe, et voir si leur nombre a réaugmenté après ces années-là, et peut-être si les colonies ont récupéré en fait derrière. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces colonies, à partir de 2014, donc entre 2014 et 2016, ont été très 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 durement touchées. Elles ont perdu à peu près 4 millions de guillemots de Troille en tout. Waouh. Okay. Et ça, 4 millions, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est à peu près les 2/3 des oiseaux, en fait, qui sont morts, plus ou moins. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de difficile pour les populations après pour arriver à s'en remettre. Et surtout dans le cas du guillemot de Troille, qui est un oiseau, on l'a dit, très spécifique dans son alimentation, les stocks de poissons ne sont pas exactement revenus à la normale, du moins pour les espèces dont il se nourrit, et il ne s'est pas adapté à d'autres espèces. Du coup, la quantité d'oiseaux dans ces colonies, après la catastrophe fin 2016, n'a pas réaugmenté. Et encore aujourd'hui, on se retrouve avec plus ou moins la même quantité d'oiseaux que ce qu'on avait fin 2016, encore aujourd'hui en 2024. Okay. Et les colonies n'ont pas récupéré. Donc un seul événement comme ça de réchauffement climatique sur 2 ans a eu des conséquences absolument catastrophiques pour ces oiseaux-là, et la population ne s'en est toujours pas remise. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, parce qu'on s'était dit, oui, certes, un événement comme ça peut avoir des conséquences, mais on supposait que la population derrière pouvait s'en remettre, arriverait derrière à récupérer un petit peu et retrouverait un nombre d'individus normaux. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et en fait, c'est à partir de ces conclusions et des conclusions de cette étude-là, on est en train de se poser la question. Ça, c'est une espèce qu'on a étudiée, qu'on connaît assez bien, mine de rien, on sait à peu près les nombres, on sait comment ça fonctionne. Mais qu'en est-il des espèces qu'on ne connaît pas, qu'on ne suit pas forcément tous les jours, et qui ont subi aussi ce genre de catastrophe? Qu'est-ce qui se passe pour ces espèces-là? Et vu qu'on a plus de 10 000 espèces d'oiseaux sur le globe, il y en a beaucoup qu'on ne suit pas au jour le jour et dont on ne connaît pas les stocks et on ne sait pas. Et même des espèces très communes. Hein. Même des espèces très communes. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'espèces très communes qui ont d'ailleurs des problèmes dernièrement. Et en fait, ça pose la question de le réchauffement climatique, jusqu'où ça va aller et combien d'animaux on va perdre au fur et à mesure. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on se rend pas compte des conséquences vraiment, de ce que ça peut produire comme conséquence. On se dit, la nature ça va récupérer, hein, la nature trouve toujours un chemin, hein, pour ceux qui fans de Jurassic Park. Non, en fait, pas toujours. Donc voilà. Triste de terminer par une analogie à Jurassic Park quand même. Hein. C'est triste, mais pour le coup... Voilà, c'était un petit peu... Voilà. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Sophie. Est-ce qu'ils ont fait un modèle statistique pour peut-être estimer justement qu'il y ait une récupération de population en dehors justement du cadre de l'étude, c'est-à-dire jusqu'à 2024, je suppose, ou pas du tout? Ils n'ont pas fait de modèle statistique là-dessus, je ne crois pas. Par contre, ça fait déjà un moment parce que entre 2016 et 2024, on a quand même pas mal d'années, et si les populations n'ont toujours pas récupéré, c'est qu'il y a un problème. Et la raison pour laquelle ces populations n'ont toujours pas récupéré, c'est parce que ce qui se passe dans la mer, c'est plus ou moins la même chose. Les quantités de poissons ne sont plus les mêmes qu'avant 2014. Donc de toute façon, même si la température avait baissé, s'il y avait toutes les conditions requises pour ces oiseaux-là pour récupérer, finalement, comme ils n'ont pas de nourriture, les populations ne peuvent pas s'agrandir plus que ce qu'elles sont actuellement, vu qu'il n'y aurait pas assez à manger pour tout le monde. Donc c'est pas la peine. On n'aura pas de récupération tant qu'on n'aura pas les stocks de poissons. D'ailleurs, c'est pas la seule espèce dans ce cas-là. On avait parlé des manchots africains il y a pas si longtemps. C'est exactement le même problème. Tant qu'il n'y aura pas des stocks de poissons suffisants, l'espèce ne récupérera pas.
Et puis c'est tout. On se rend compte aussi avec toutes ces études qu'on comprend pas encore très bien ce qui se passe dans les océans au niveau du réchauffement climatique. Alors on a une vague idée, comme je vous l'ai dit, le coût du phytoplancton qui diminue à cause du réchauffement climatique, parce que du coup il n'y a pas les bonnes conditions pour qu'il se reproduise. Et puis derrière, les populations de poissons qui elles aussi diminuent en retour, parce que il n'y a pas assez de phytoplancton. Donc ça provoque une réaction en chaîne, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais à part ça, en fait, on a aussi d'autres changements qui se produisent, et notamment des changements dans les courants marins. Et ça, on ne sait pas exactement comment, pourquoi. Enfin, c'est très complexe, les courants marins. C'est pas quelque chose de très facile, parce que à plusieurs différentes hauteurs d'eau, par exemple, vous allez avoir des courants marins qui vont être différents. Ou tout à fait dans le sens inverse, parfois, d'ailleurs. C'est assez amusant à regarder. Mais on sait pas trop comment ça fonctionne encore, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de courants qui sont assez mystérieux pour nous. Et tout ça, c'est des choses qui aussi influencent les populations de poissons dans la mer. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, les pêcheurs vont se plaindre que ils n'ont pas réussi à attraper quoi que ce soit parce que les poissons n'étaient pas là où ils les attendaient d'habitude, curieusement. Ou alors on va trouver que tiens, on a eu une invasion de méduses à tel endroit, mais on n'avait pas... Voilà, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et il y a plein de phénomènes dans la mer qu'on ne comprend pas encore, mais dont la cause est le réchauffement climatique, et donc on commence seulement à voir les conséquences de nos jours. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne fait que s'amplifier. Bon, c'était pas très drôle aujourd'hui, désolé. Wow. Comme à peu près un épisode sur 2 du Courrier de la Sterne. Oui. Mais malheureusement, on est obligé de parler de ça. Et puis en plus, ça permet de voir les différentes facettes, justement. Parce qu'on vous parle de disparition d'oiseaux tout le temps. Et bien on vous montre justement ce que ça implique vraiment, ces disparitions. Et comment ces disparitions peuvent avoir lieu. Et vous voyez que... Au fur et à mesure des épisodes, on découvre de plus en plus, entre guillemets, de facettes de la disparition des oiseaux qu'on ne soupçonnait pas. Donc... Important d'en parler. Mm-hmm. Sophie, moi je vais parler d'économie. Je vais parler d'économie. On avait parlé ensemble notamment de vautours en Asie, qui étaient, on va dire, mis au biais par rapport à l'économie et par rapport à ce qu'on pourrait sauver comme économie si on sauvait ces oiseaux. Exactement. Moi je vais parler davantage d'ornithologie. Et je vais parler du National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife Associated Recreation de 2022. C'est un rapport qui avait été réalisé donc aux États-Unis et qui parlait grosso modo de l'argent qui était dépensé chaque année dans l'ornithologie, mais aussi dans d'autres activités en rapport avec la nature. Alors, il n'y a pas que ça, hein, on a aussi des petites informations supplémentaires sur, par exemple, qui pratique quoi. Par exemple, il y a 12 millions de chasseurs aux États-Unis. Alors, tu vas me dire, ça peut paraître très peu, sauf que ce sont des chasseurs qui chassent réellement du gibier. On a énormément de personnes qui pratiquent des activités à armes à feu, ce qu'on appelle du grand loisir. Il y a beaucoup plus de personnes qui pratiquent ce genre d'activité. On est aux États-Unis après tout. Bref, sur les 259 millions de personnes qui sont recensées aux États-Unis en date de 2022, 56% des gens observent la nature. Sont naturalistes. Ça fait 150 millions de naturalistes environ et 96,3 millions d'ornithologues qui sont présents sur le territoire américain. Alors, pour donner une petite idée, entre les sexes, on est grosso modo à l'équilibre puisqu'on a 74 millions d'hommes et à peu près 70 millions de femmes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui aujourd'hui s'est vraiment ouvert au public féminin. Et à noter que on a 2,2 millions de personnes qui sont non genrées ou qui ont un autre genre. Donc s'ouvre également à des populations, à une diversité plus importante encore.
Et puis, pour rester un petit peu dans les chiffres, sur ces 146 millions de personnes qui pratiquent le naturalisme, donc pas forcément l'ornithologie, là on est sur des chiffres autour du naturalisme, eh bien, grosso modo, on va avoir à peu près un nombre de personnes un peu équivalente entre 34 et 65 ans qui vont pratiquer l'ornithologie. On est autour de 24 millions, ça monte un petit peu plus lorsque on passe les 65 ans et plus, puisqu'on est aux alentours de 25 millions, et les jeunes, c'est quand même 5,4 millions de jeunes entre 16 et 17 ans qui pratiquent l'ornithologie, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu tous ces chiffres. Bien évidemment, eh bien, les ornithologues, les naturalistes, eh bien, ils vont dépenser de l'argent dans leur passion. Et cet argent, il est évalué en 2022 toujours pour les naturalistes, à 250 milliards de dollars, Sophie, aux États-Unis. 42 milliards sont utilisés pour des voyages, voilà, pour aller dans d'autres pays, pour aller rencontrer d'autres animaux, pour aller rencontrer d'autres oiseaux. 118 milliards sont utilisés pour des dépenses d'équipement. Alors, ils font la différence entre des équipements d'observation et des dépenses totales d'équipement. Donc, sur les 118 milliards de dépensés, il y a environ 25 milliards qui est dépensé uniquement pour tout ce qui est jumelles et appareils photo. Donc, c'est un business qui est énorme aux États-Unis, l'ornithologie et le naturalisme. Alors, vous allez me dire, ok, super, c'est intéressant de voir ça, mais concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne une étude qui a été réalisée en 2022, si mes souvenirs sont bons, 2023, septembre 2023. C'est réalisé par Neil Gilbert, et ils se sont penchés sur un cas assez particulier, le cas d'un pigargue empereur. Voilà. Donc c'est un oiseau que normalement on trouve du côté de l'extrême est de la Russie, on le trouve en Corée du Sud notamment, au Japon, en Chine, et on le trouve un petit peu également en Alaska. Et des fois, cet oiseau se décide de traverser un petit peu la frontière qui le sépare du détroit de Bering pour pouvoir se rendre plus en amont dans les États-Unis. Et cet individu-là, il a été beaucoup plus loin que l'Alaska, puisque on l'a retrouvé le 10 mars 2021 au Texas. Voilà. Oh mon Dieu, ok. Et ce qui nous intéresse, entre fin 2021 et 2022, on l'a retrouvé en Nouvelle-Écosse, et on l'a retrouvé aussi dans le Massachusetts et dans le Maine. Voilà. Donc, des endroits où notre cher ami n'a pas vraiment l'habitude d'être présent. En tout cas, voilà, c'est une observation qui a été réalisée sur ce magnifique oiseau qui ressemble à un pigargue, qui, je trouve, aurait pas mué en fait sur une partie des ailes parce qu'elles sont toutes blanches. Voilà. Mais je pense qu'on l'appelle empereur parce qu'il a un peu comme des épaulettes, à mon avis. Ça doit être pour ça. Donc, le pigargue empereur, c'est un oiseau, comme je l'ai dit, qui entre 2020 et 2022 a traversé les États-Unis. Et entre décembre 2021 et janvier 2022, il avait été rapporté 8 jours dans le Massachusetts, et il a été rapporté également dans le Maine à la fin de l'année, 10 jours également, le 30 décembre, jusqu'au 30 décembre 2021, pour être précis. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs, eh bien, ils ont demandé à des ornithologues qui étaient présents sur place de répondre à un questionnaire. Voilà, de répondre à un questionnaire avec des questions, on va dire, plus ou moins classiques, du style, est-ce que vous avez une grande expérience en ornithologie ? Est-ce que, vous habitez loin de l'endroit où vous êtes ? Et tu vas voir qu'il y a des choses absolument ahurissantes à ce niveau-là. Donc, ils ont récupéré environ 680 réponses, et une fois qu'ils ont récupéré ces réponses, ils ont fait quelques petites statistiques, puisque évidemment un pigargue empereur sur la côte est des États-Unis, ça ne se voit pas tous les jours. Donc tu imagines bien que des ornithologues se sont déplacés pour aller le voir, et on estime, en utilisant les données notamment de eBird, qu'il y aurait eu environ entre 2100 et 2600 personnes qui se seraient déplacées pour aller voir cet oiseau. Donc des personnes qui habitent évidemment
pas très très loin, bien sûr, mais des personnes également qui habitent beaucoup plus loin, puisque on a des gens qui viennent du Texas, on a des gens qui viennent de Californie, on a quelqu'un qui avait fait 2500 km pour voir l'oiseau. Alors la plupart des gens se déplacent en voiture, mais on a aussi des gens qui prennent l'avion. Bon, c'est pas très écologique malheureusement pour aller voir un oiseau. Oui. Ouais, malheureusement c'est quelque chose qui a été réalisé quelques fois. Mais surtout, ce qui était assez intéressant, c'était de voir un petit peu l'argent qui avait été généré par juste cette petite visite de cet oiseau. Et il s'est avéré que la valeur économique qui a été trouvée par ces chercheurs serait compris entre 580 000 et 731 000 $ si on prend en compte les temps de déplacement et si on enlève ces temps de déplacement, on est entre 380 000 et 476 000 $. Donc tout ça pour dire que la simple présence de l'oiseau à un endroit où il n'était pas a généré dans une économie circulaire entre 400 000 et 475 000 $ pour justement les différentes villes, les différents secteurs qui étaient concernés par la présence de cet oiseau. Et c'est intéressant parce que ce sont souvent des choses qui sont négligées, mais ces oiseaux qui sont, on va dire un peu des observations accidentelles, on en avait une notamment au Royaume-Uni je crois que c'était une fauvette ou une rousserolle, je ne sais plus, mais en tout cas d'un oiseau qui avait provoqué foule dans une petite ville, je crois, du sud de l'Angleterre, ça génère aussi de l'argent. Et c'est quelque chose qui, mine de rien, est assez peu étudié et qui mériterait peut-être davantage d'implication, notamment lorsque l'on parle de phénomènes cycliques, à savoir des migrations. On pourrait penser au lac de Der par exemple en France, mais on pourrait aussi totalement penser à la migration des colibris, comme c'est le cas aux États-Unis, notamment en septembre, où des centaines, voire des milliers d'ornithologues se réunissent justement pour aller observer ces oiseaux qu'ils ne peuvent voir qu'à une seule période de l'année. Et ça permet justement d'offrir des perspectives d'emploi, et ça permet justement de faire tourner une économie. Et comme tu le sais aussi bien que moi, Sophie, l'économie étant l'art de la guerre aujourd'hui, c'est peut-être aussi comme ça qu'on va permettre de mettre en place des programmes de conservation ou justement de faire en sorte que les gens puissent consommer autour de l'ornithologie. C'est super intéressant, ça nous rapproche un petit peu des idées de tourisme vert ou tourisme écologique. Il y a pas mal de gens maintenant qui pratiquent ce genre de tourisme. Bon, il y a des choses qui sont labellisées tourisme écologique alors qu'ils ne le sont pas trop aussi. Et parfois c'est pas toujours très simple de faire la nuance, mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps, ce genre de choses. Donc voilà, c'était assez intéressant. Je crois pas à ma connaissance qu'il y ait d'autres études qui existent là-dessus. Sans doute que des parcs naturels, on parlait du lac de Der il y a quelques instants, ont peut-être des chiffres et peuvent peut-être justement donner conséquence de tout le tourisme éphémère qu'il peut y avoir, notamment lors de la présence des grues. Mais force est de constater que c'est une perspective intéressante, à la fois pour l'ornithologie, mais aussi une perspective économique intéressante, puisque comme je l'ai dit, elle peut permettre notamment de développer des emplois et d'autres choses de ce type-là. Et par contre, pour ce qui est de l'Afrique, bon, du coup, je connais pas mal, il y a pas mal de tourisme comme ça, écologique, qui se monte, notamment autour des grands lacs, tu sais, là où il y a tous les flamands. Et en fait, on constate qu'il y a aussi de gros problèmes de pollution, parce que les touristes qui viennent ne sont pas forcément toujours très respectueux du milieu naturel, et ça, voilà, bon, évidemment, les papiers gras, les machins comme ça, et tout ça se retrouve dans le lac, et bon, c'est pas terrible. Et malgré des campagnes de nettoyage, c'est toujours un petit peu sale, donc il y a aussi peut-être il y a deux côtés à cette pièce en fait. On peut se dire que c'est vrai qu'il
il y a des sous qui peuvent rentrer dans ces cas-là pour la conservation, et tu as raison de le préciser, ça peut être une bonne idée, mais il y a aussi tout le reste qui pèse dans la balance, et notamment des problèmes de dérangement, de pollution et autres qui peuvent survenir à cause de ce tourisme. Donc pas forcément toujours une bonne chose. Mais d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'en Afrique du Sud, il y a un endroit où on peut voir des manchots, décidément on reparle d'eux, où c'est payant, si je dis pas de bêtises. Y a pas quelque chose comme ça, Boulder Beach ou quelque chose comme ça? Boulder's Beach, c'est pas payant, tu peux rentrer comme ça. Enfin, il y a des parties qui sont payantes et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Ok. Mais si tu veux après aller sur les îles autour, oui, il y a une île sur laquelle tu peux aller, qui était notamment l'île où Nelson Mandela avait été enfermé, tu sais, l'île prison. Et là, il y a des manchots sur cette île, et effectivement, pour y aller, il faut que tu payes. Ok. Mais ça, c'est parce que tu vas faire la visite aussi de l'île pour d'autres raisons. Voilà. Logique, hein, logique. Mais voilà, tout ça pour dire que juste pour un oiseau, qui, comme je vous l'ai dit, est resté très peu de temps, on a quand même généré pas loin d'1 million de dollars. Et donc, si on multiplie toutes les observations, on va dire aberrantes, qui peuvent être réalisées aux États-Unis, puis ensuite qu'on multiplie tout ça par les observations qui sont réalisées dans le monde, on peut peut-être obtenir un chiffre assez astronomique qu'on ne soupçonnerait même pas, et qui pourrait peut-être remettre en perspective l'importance du naturalisme dans l'économie mondiale, voire même peut-être dans la politique et la géopolitique mondiale. Exactement, c'est une très bonne idée. Remettre ça en perspective au niveau financier, ça pourrait toujours être intéressant. Et c'est sur cette histoire de gros sous, Sophie, que nous arrêtons. On n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'est pas trop notre sujet. Il est vrai. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Où est-ce qu'on te retrouve ? Comme d'habitude, sur Twitter ou X, si vous préférez, @2plume, sur Instagram, @2plume aussi, sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science, et dernièrement, j'ai enfin réussi à remettre en place mon compte Twitch, et je vais espérer peut-être streamer assez rapidement. Donc voilà, notre fameuse tier list. Enfin, t'es le bienvenu. Il faut qu'on la fasse. Il faut qu'on la fasse. Mais en attendant cette tier list, vous pouvez retrouver les précédents épisodes du Courrier de la Sterne partout, sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer. Vous retrouvez également l'épisode en sous-titré sur YouTube. Et vous nous retrouvez également la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.